Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivant des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau... Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, et tiens, le blé, il est bien. Sauf que, si, il se casse la figure, alors... Parce que comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois, les blés faisaient 1,50 m. Maintenant, ils font 60 cm, parce que on les raccourcit avec des hormones pour... Alors ces hormones, il faut avorter les arbres qu'il y a autour. Enfin, fait disparaître toute la flore, parce que ça gêne les reproductions des dicotylédones. Enfin, c'est une espèce de monde complètement strange, quoi. Mais les gens le savent pas, donc... devant les champs. Autrefois, les champs, c'était plein de coquelicots, il y avait plein d'autres espèces, il y avait une biodiversité dans un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. Il y a une des flores les plus pauvres de la planète, la Hollande. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. Tu l'as vu ton sol? Non? Ah, tu vois, c'est impressionnant. Hein, regarde-le. Tu vas peut-être venir, mais... Ah non, on n'a pas été entendu, puisqu'on est avec Lydia, on a quitté l'INRA. On s'est mis à notre compte. Puis quand on a commencé à montrer que les sols mouraient biologiquement, on nous a demandé de nous taire. Donc on a quitté l'Institut et on s'est mis à notre compte parce que on estimait que notre devoir de scientifique, c'était quand même d'alerter le monde agricole que la voie qui était choisie n'était pas la bonne ne permettrait pas de faire une agriculture pérenne. Il ne peut y avoir d'agriculture pérenne que si on est sur des sols vivants. Hein. Le sol abrite 80% de la biomasse vivante. Hein. Donc si vous tuez, on en a tué 90%, c'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est à la source de la vie. Hein. C'est quand même les microbes qui nourrissent nos plantes, qui font que nos plantes sont saines, sont nutritifs pour nous. Alors que maintenant, les gens, nous sommes quand même dans la société la plus confortable de l'histoire de l'humanité et nos dépenses de sécurité sociale augmentent de 6% par an. Il y a quand même des questions à se poser, quoi. Est-ce que les gens sont si bien nourris que ça pour être aussi malades ? Alors, le problème, c'est qu'effectivement, l'argumentation, c'est oui, mais regardez, ils vivent de plus en plus longtemps. Bien sûr, les gens qui en ce moment ont 80 ans n'ont pas connu l'agriculture chimique avant l'âge de 50 ans, puisque c'est apparu dans les années 70. Donc, jusqu'à 50 ans, ils ont mangé... Moi, je suis encore gamin du lait de vache qui avait du goût de lait de vache. Ça avait vraiment le goût de lait de vache, c'est pas le lait de maintenant. Donc c'est tellement récent dans l'histoire de l'humanité qu'on ne connaîtra les résultats réels et on s'inquiète puisque vous prenez la population d'enfants à l'heure actuelle en Europe, 17% des enfants sont obèses, donc on est en droit de se poser des questions sur cette qualité alimentaire. Le sol, c'est une vraie éponge. Donc, si je le gère mal, il est compact, il est serré, il se referme. Si je laisse la faune le retravailler, il va se souffler. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt sur un sol, vous avez vu le côté moelleux du sol forestier, hein, parce qu'en fait, il est aéré par la faune, alors que le sol qui a été labouré, maltraité, il est complètement compacté, complètement resserré sur lui-même. Alors, quand il va pleuvoir sur un sol resserré, l'eau va pas pouvoir rentrer, puis c'est l'érosion. Mais c'est plus facile d'accuser la pluie d'être responsable de l'érosion, des inondations, que de dire que c'est un système agricole qui a provoqué, hein, puisque les inondations que nous avons en ce moment, hein, depuis 20 ans, nous traversons les années les plus sèches depuis 3000 ans dans l'histoire de l'Europe, et jamais il y a eu autant d'inondations. C'est-à-dire qu'on a inventé, avec l'agriculture intensive, les inondations en période sèche, ce qui est très fort, quoi. Et les écologistes, à l'heure actuelle, se posent la question de savoir à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. C'est-à-dire pour le moment, on a détruit 90% de notre biodiversité en Europe, ça va encore pour nous. Donc les écologistes disent est-ce que c'est à 95% que le système va lâcher? Est-ce que c'est... On ne sait pas. La catastrophe du Crétacé est ridicule en comparaison de ce qui se passe en ce moment. Mais ça meurt, puis les gens attendent, disent peut-être qu'un jour on va voir quand ça va péter, quoi. Nécrotechnologie, si tu veux, c'est le pendant aux biotechnologies. Ce qui est extraordinaire dans le cas de ce qu'on appelle les biotechnologies, c'est que les industriels qui les pratiquent, qui s'intitulent les industriels des sciences de la vie, d'ailleurs il faudrait comprendre pourquoi ils utilisent le terme sciences de la vie plutôt qu'industriels de la biologie. Donc les industriels des sciences de la vie, ce sont quand même, il ne faut quand même pas l'oublier dans le domaine agricole, ce sont quand même les gens qui fabriquent les produits ancides. Insecticides, nématicides, herbicides, fongicides, c'est-à-dire qu'ils sont dans une logique de mort.
et comme ces gens-là fabriquent aussi des plantes, des semences, donc les soi-disant organismes génétiquement modifiés, le but de ces gens-là, c'est aussi de séparer la production de la reproduction, c'est-à-dire de stériliser les plantes, dont témoigne la technique de type Terminator. C'est-à-dire que voilà des gens qui sont dans une double logique de mort, puisqu'ils sont dans une logique de stérilisation du vivant et dans une logique de tuer, enfin dans une logique de biocide. Ces gens-là se présentent comme les industriels des sciences de la vie. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire comme renversement orwellien du vocabulaire. Vous êtes à la maison, non? À la maison? Vous êtes de Finisson? Vous rigolez, il n'y a plus personne. Oui, d'accord. Non, parce que ça, je ne sais pas, mais je me parle. Mais je suis de vacances, là, tout le temps. Bon, je sais pas. Mais oui, ben, je sais pas, là il y en a un qui marche pas, là il n'y a pas de ticket, mais... Ouais, non, mais ça c'est pas un problème. Moi, il me refusait la carte, celui-là. Fait que je vais voir peut-être que c'est ma carte de téléphone. Ben là, on voit le point le plus avancé de l'industrialisation de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus parler ici d'agriculture. On a affaire à des serres verts, on les voit, celles qui sont un petit peu bleutées. Là-dedans, on fabrique en ce moment je dis bien on fabrique, au sens de la manufacture, des tomates qui nécessitent, en gros, on peut dire, 1 kilo de tomates, c'est 1 kilo de fuel. C'est-à-dire que là, les gens ne consomment pas des tomates, ils consomment du fuel lourd, plus des engrais, plus de l'électronique pour piloter tous les systèmes, plus de la main-d'œuvre marocaine, et qui est une main-d'œuvre souvent clandestine et qui vit dans les taudis un petit peu plus loin, là, au pied des usines de Berre. L'agriculture, c'est quand même quelque chose qui doit avoir encore une base de sol. Ici, c'est du hors-sol, hein. Les serres verts que nous voyons, ce sont des serres où les tomates sont élevées sur des roches inertes, dans lesquelles on fait circuler une solution nutritive. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'agriculture, et pourtant on va continuer à appeler ça agriculture, comme on va appeler les tomates qui sortent de ces serres, on va appeler ça des tomates, on pourrait appeler ça des pétrotomates aussi. On s'aperçoit à quel point le vocabulaire est totalement trompeur, et le vocabulaire, disons, ce n'est pas par hasard que ce vocabulaire trompeur est utilisé par les scientifiques et par les généticiens pour cacher ce qu'ils font. Alors qu'ils s'en rendent pas compte, ça c'est en effet tout à fait classique en matière de science ou en matière générale, c'est qu'on est, la génétique joue un rôle essentiellement idéologique dans cette affaire-là, hein, et l'idéologie ça consiste bien à exprimer les valeurs ou les envies ou les besoins des classes dominantes en prétendant que ces valeurs sont absolument naturelles et objectives, une naturalisation donc des rapports sociaux. Et c'est ce qu'on a fait, donc il m'a fallu évidemment très longtemps pour débrouiller ce discours scientifique et génétique, et pour m'apercevoir que ce discours était faux de A à Z. Il y a une véritable contradiction entre la vie sur Terre et ce processus d'industrialisation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Et pour moi, l'agronomie, consiste à faire gratuitement par la nature, et évidemment, je tremble en le disant, hein, gratuitement par la nature, ce que nous faisons à coup de moyens industriels. Donc c'est quand même ça. Et on voit bien, quand on utilise le terme gratuit, on voit bien les obstacles absolument formidables. Parce que pourquoi une société qui est toute entière organisée pour marchandiser absolument tout, comment une société de ce type pourrait-elle développer, mettre au point, disons, ou s'engager dans des méthodes de la gratuité? L'agronomie, c'est pour moi la science de la gratuité. Et ça, c'est totalement contradictoire et totalement subversif. Alors peut-être qu'il faudrait avoir un ministère de l'agriculture et de la gratuité. Ce serait pas mal, là. Je pense que là, on commencerait à s'engager, en effet, dans des voies qui permettraient de préserver l'avenir.